Donc, je suis ravie d'être avec vous pour ce troisième meet-up dédié au management. On va aujourd'hui parler du management d'équipe. Souvenez-vous, hein, sur les trois premiers meet-up, on avait regardé d'abord le management de soi. Ensuite, on avait regardé le management de la relation interindividuelle. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser au management d'équipe du système complexe qu'est une équipe. Donc, comme je le disais les fois précédentes, hein, donc moi, je suis ici pour vous partager un retour d'expérience sur mes quelques années en management. Et bien sûr, la discussion est ouverte. Et donc, vos questions à la fin sont plus qu'attendues. On a eu toujours beaucoup de questions sur les précédents meet-up. Donc, c'est toujours intéressant qu'on puisse interagir. Alors, donc, pour rappeler rapidement ce qu'on a vu les deux meet-ups précédents, d'abord, je rappelle, le management, c'est un acte de gestion, donc un acte de gestion qui a une finalité en soi, atteindre un objectif, développer une activité. C'est un acte de gestion un peu particulier et antinomique aussi, puisqu'il implique la mobilisation de personnes et des personnes, on le sait tous, ne réagissent et n'obéissent pas toujours à des éléments très rationnels dans un environnement donné, puisque l'exercice managérial dans un contexte sera très différent quand il sera exercé dans un autre contexte. Et donc, je le disais, un acte de gestion un peu antinomique parce qu'il implique de mobiliser des personnes dans le temps en s'appuyant sur les croyances, les besoins et les comportements de chacun. C'est la raison pour laquelle on avait commencé ce cycle de management par la connaissance de soi, puisque finalement, c'est un peu illusoire de vouloir manager autrui si on ne comprend pas soi-même son propre mode de fonctionnement. Donc, c'est ce qu'on s'était dit pour le premier meet-up. Et ensuite, on s'était interrogé, rappelez-vous, sur finalement les clés de la performance individuelle en se disant qu'il y avait peut-être trois éléments à prendre en compte. Le premier qui était de créer un climat de confiance. Le deuxième qui était d'embarquer, de mettre en mouvement les gens en se nourrissant et en s'appuyant sur leur levier de motivation. Et puis enfin, de développer les compétences dans l'objectif, je le rappelle, et c'est un exercice de lâcher prise managériale parce que c'est pas toujours facile, dans l'objectif d'empowerer, c'est-à-dire de donner plus de latitude décisionnelle aux personnes dans leur travail quotidien. Et donc aujourd'hui, eh bien finalement, on va s'intéresser à ce système complexe adaptatif qu'est une équipe. Alors pourquoi l'équipe est un système complexe adaptatif? Parce qu'elle est constituée de différentes parties prenantes. Donc une équipe, pour vous qui êtes en situation de management d'équipe, soit vous l'avez choisie et constituée depuis le départ, soit elle était déjà constituée quand vous avez récupéré le management d'équipe, soit vous l'avez fait évoluer. Mais donc ces parties prenantes, elles vont former un système qui va se comporter de manière complexe, c'est-à-dire qui ne va pas forcément obéir toujours aux mêmes règles. Et puis surtout, ce système, il va s'adapter à un environnement changeant. Donc ça, c'est important à avoir en tête, puisque quand on parle de management d'équipe, on est forcément dans cette complexité qui fait qu'une équipe est davantage qu'une addition d'individus qui vont interagir ensemble. Et d'ailleurs, on le voit il y a de la documentation intéressante sur les quatre étapes finalement de l'équipe performante. On sait qu'au début, une équipe, quand elle vient de se constituer, ça va être une addition d'individualité. C'est-à-dire que finalement, le terrain de jeu, il va se limiter à des actions individuelles. Chacun sait à peu près ce qu'on attend de lui. Finalement, chacun est valorisé sur ses compétences individuelles. Mais il n'y a pas vraiment de vie d'équipe, c'est-à-dire que l'équipe n'existe pas par elle-même. On va ensuite évoluer vers un deuxième stade qui est le storming, où là, finalement, on commence à partager les objectifs, c'est-à-dire que je vais commencer à comprendre dans l'équipe quels sont les objectifs des autres membres de l'équipe. Je vais avoir cette vision-là et je vais pouvoir faire des liens entre leurs objectifs et les miens. On commence à être dans l'interaction, dans l'interdépendance personnelle, mais l'équipe n'a toujours pas d'existence en propre. Et finalement, nos interactions, elles vont être favorisées davantage par l'affect, par les relations privilégiées qu'on pourrait avoir avec certains membres de l'équipe. Donc, autrement dit, on va avoir des réseaux et des canaux préférentiels pour interagir. Il y a une troisième étape qu'on va appeler l'action concertée, le norming, où là, finalement, on a réussi à partager des objectifs et je vais pouvoir comprendre, moi, en tant qu'individu, comment je contribue
à la réussite de l'ensemble. Donc, on a non seulement un objectif d'équipe, mais j'arrive à le décliner d'un point de vue individuel. Et on va commencer seulement à ce moment-là à être dans cette recherche de consensus, de cohésion et de cohérence qui va former l'équipe. On atteint à ce stade-là l'action collective, c'est-à-dire qu'on va être dans la co-construction, dans la collaboration, on va être dans la proposition de solutions innovantes. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette étape, c'est que le système commence à exister. C'est-à-dire que c'est seulement à ce moment-là que la performance collective, le fameux 1 plus 1 égale 3, va être supérieure à la somme des performances individuelles. Et ça nécessite, je le disais dans le meet-up dédié au management interindividuel, ça nécessite qu'il y ait une confiance dans le collectif. C'est-à-dire qu'on sait que si on faillit à titre individuel, si on se trompe, eh bien l'équipe va nous rattraper. Donc ça, on le voit bien dans le sport collectif. Vous avez sans doute plein d'exemples d'équipes qui vont avoir qui vont avoir remporté des trophées, alors que un ou deux membres de cette équipe n'étaient pas ce jour-là dans la forme de sa vie, mais l'équipe va compenser un petit peu les manques individuels. Et donc, l'objectif de tout manager, c'est d'arriver vers ce stade ultime où il y a une vision partagée et finalement, on va être centré sur la vision et le sens. Il va y avoir un quasi-réflexe. Ça va être un peu comme un organe, en fait, ou un ensemble d'organes qui fonctionnent ensemble pour faire fonctionner le tout. Et on va avoir vraiment une logique de co-responsabilité. La co-responsabilité, c'est si je vois qu'un membre de l'équipe ou une équipe est en retard, tous les autres vont se mobiliser pour faire en sorte de l'aider. Il y a aussi cette notion de diversité, on va y revenir aujourd'hui. Et surtout, ce qui est important dans cette étape ultime, qui est difficile à atteindre, mais qui est possible, c'est qu'on va rentrer dans des mécanismes d'autorégulation qui sont notamment nourris dans le feedback. C'est-à-dire que l'équipe va pouvoir commencer à exister sans manager, sans leader, parce qu'elle va s'auto-gérer et elle va avoir des réflexes tellement aboutis que finalement, le système va pouvoir s'adapter en continu, se reconfigurer en permanence pour faire face aux aléas du quotidien. Donc, vous voyez, c'est intéressant cette vision parce que ça nous montre bien que finalement, dans le management d'équipe, il y a plusieurs stades à atteindre. Et donc, on va essayer de découper. On ne va pas pouvoir traiter tous les sujets aujourd'hui, mais on va essayer de découper les principales actions. Donc, vous vous souvenez du triangle d'or de la performance individuelle? Si on transpose ça à la performance collective, on a toujours ce socle de confiance qui est important. C'est-à-dire il faut que les membres d'une équipe puissent se dire qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Donc, on en a longuement parlé lors du précédent meet-up, donc je n'y reviendrai pas. Mais rappelez-vous du projet Aristote de Google qui avait interrogé des milliers d'équipes et qui trouvait que finalement, le seul point commun aux équipes performantes, c'était cette fameuse sécurité psychologique, cette confiance que les membres de l'équipe se portaient entre eux, portaient à leur hiérarchie et la confiance de la hiérarchie vis-à-vis des membres de l'équipe, bien évidemment. Mais si on continue le parallèle avec la performance individuelle, on va se retrouver dans un cas de figure où finalement, la motivation collective, on va l'appeler vision. C'est-à-dire qu'on a compris le sens, je vais y revenir, et on va tous ensemble contribuer à atteindre cette vision. Et surtout, ça passe également par une bonne complémentarité. J'avais commencé mes meet-up en disant que il y avait un point essentiel qui était d'être lucide sur ce qu'on savait faire ou ne savait pas faire, et que donc il était très important de s'entourer de gens qui nous étaient complémentaires. Donc ça, on va regarder ces différents points. Alors le premier point, c'est manager la vision. Alors, manager la vision, ça nous sert à quoi en tant que manager? Ça nous sert à donner du sens à une époque où on parle beaucoup de sens au travail. Le sens, on sait, c'est quelque chose de très individuel, de très ancré, qui fait partie des croyances. Là, l'exercice managérial va être de donner un sens commun, un sens que vont partager, auquel vont adhérer les gens, et surtout un sens dans lequel tout le monde va pouvoir se retrouver. Et là, on est vraiment dans la posture du leader, parce que le leader, il n'est pas dans le mode opératoire, il n'est pas dans le comment, il n'est pas dans l'objectif, il est dans le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Pourquoi est-ce qu'on est là? À quoi on sert? Donc, il va donner ce sens-là. Et n'oubliez pas qu'un leader, comme son nom l'indique, il doit avoir des followers. Si personne ne suit le manager d'équipe,
bah, il n'y aura pas de followers. Donc, il n'y a pas de followers, il n'y a pas de leader, hein, si on prend la signification de lead, mener, au sens premier du terme. Et donc là, on va prendre 8 minutes pour partager une vidéo. Et donc, Mélissa revient, c'est les aléas du direct, pour nous partager cette vidéo. Une vidéo que vous devez connaître, une vidéo de Simon Sinek, mais qui est toujours très intéressante à réécouter. So where do Et you on va start? regarder tout ça ensemble. We know why we do Merci. what we do. But then how do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do, 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. People don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying
an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Here's the best part. None of what I'm telling you is my opinion. It's all grounded in the tenets of biology, not psychology, biology. If you look at a cross-section of the human brain, looking from the top down, what you see is the human brain is actually broken into three major components that correlate perfectly with the golden circle. Our newest brain, our Homo sapien brain, our neocortex, corresponds with the what level. The neocortex is responsible for all of our rational and analytical thought and language. The middle two sections make up our limbic brains, and our limbic brains are responsible for all of our feelings, like trust and loyalty. It's also responsible for all human behavior, all decision-making, and it has no capacity for language. In other words, when we communicate from the outside in, yes, people can understand vast amounts of complicated information like features and benefits and facts and figures. It just doesn't drive behavior. When we communicate from the inside out, we're talking directly to the part of the brain that controls behavior, and then we allow people to rationalize it with the tangible things we say and do. This is where gut decisions come from. You know, sometimes you can give somebody all the facts and your figures, and they say, I know what all the facts and details say, but it just doesn't feel right. Why would we use that verb? It doesn't feel right. Because the part of the brain that controls decision-making doesn't control language. And the best we can muster up is, I don't know, it just doesn't feel right. Or sometimes you say you're leading with your heart, or you're leading with your soul. Well, I hate to break it to you, those aren't other body parts controlling your behavior. It's all happening here in your limbic brain, the part of the brain that controls decision-making and not language. But if you don't know why you do what you do, and people respond to why you do what you do, then how will you ever get people to vote for you or buy something from you, or more importantly, be loyal and want to be a part of what it is that you do? Again, the goal is not just to sell people who need what you have. The goal is to sell to people who believe what you believe. The goal is not just to hire people who need a job. It's to hire people who believe what you believe. I always say that, you know, there's if you hire people just because they can do a job, they'll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they work for you with blood and sweat and tears. And nowhere else is there a better example of this than with pour ce direct incroyablement bien géré. C'est là où on voit capacité d'adaptation du système complexe adaptatif. Donc oui, vidéo que vous devez connaître de Simon Sinek, puisqu'elle a des millions et des millions de vues. Ce qui est intéressant dans ce que nous dit Simon, c'est que les gens finalement ne vous suivent pas pour vos actes, mais pour la raison pour laquelle vous faites. Et si vous vous souvenez du premier meet-up lors duquel on avait parlé donc du management de soi, je parlais aussi de cette notion d'authenticité qui me paraît importante en termes de leadership. Et l'authenticité implique d'admettre aussi ses imperfections, ses faiblesses, ses doutes, mais elle nous permet d'être ancrés, et il est évident qu'on a davantage envie de suivre quelqu'un qui nous paraît ancré et authentique que quelqu'un qui va être dans les faux semblants au quotidien. Donc cette notion d'authenticité, elle est importante, et cette notion de vision,
bien partager le pourquoi, je le disais tout à l'heure, elle fait sens dans un contexte où on parle beaucoup de sens au travail, on parle beaucoup de la différence en fait d'approche maintenant des générations les unes par rapport aux autres sur ce sens au travail. Et on sait très bien qu'un des sillons principaux du management aujourd'hui, ça va être de créer des relations de loyauté au travail, c'est-à-dire d'arriver à générer, non pas par l'obligation, non pas par la sécurité de l'emploi, non pas par le salaire ou les avantages sociaux dont on pourrait bénéficier, ça va être de créer au quotidien des relations de loyauté avec des gens qui croient dans le projet que vous êtes en train de défendre et qui ont envie de s'y impliquer. Donc, commencer par le pourquoi dans une équipe, ça paraît faire sens, surtout quand on récupère une équipe déjà existante, mais ça s'applique à tous les environnements. Alors, vous me direz, il y a peut-être des environnements, quand on travaille dans une ONG, c'est plus facile de dégager un sens. Mais moi, j'ai la conviction, en fait, que eh bien, on peut dégager un sens à toute action. Ne serait-ce que l'utilité, cette faculté ou cette intention qu'on a de contribuer à un progrès, quel qu'il soit, eh bien, elle peut se trouver dans n'importe quelle équipe, à n'importe quel niveau de l'organisation. Donc, le Start with Why est vraiment clé. Il y a plusieurs, je vais vous partager un petit peu de boîte à outils là-dessus. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, on peut suivre la méthodologie de Simon Sinek sur les Golden Circle. Donc, dire pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose, comment on le fait et ce qu'on fait. Nous, ce qu'on avait utilisé il y a quelque temps là dans mon équipe, c'était la Product Box. Donc, j'en profite pour faire un petit coucou à Timothée de Guibert s'il nous écoute, parce que c'est lui qui a animé ces ateliers, qui est coach agile. Eh bien, la Product Box, c'est essayer de construire un atelier d'équipe, de prendre une boîte, parce que souvent, le fait de tout rassembler sur une boîte, symboliquement, c'est important, de prendre une boîte et d'essayer d'identifier les valeurs, les ingrédients qui vont faire que le produit va marcher, les éléments différenciants, le mode d'emploi et les promesses. Donc ça, c'est typiquement des ateliers dont vous pouvez trouver la description très documentée sur Internet. En tapant Product Box, vous allez trouver. Mais il y a des choses qui peuvent être faites de manière très simple et très ludique pour partager, créer, faire adhérer à une vision. J'aime aussi donner beaucoup l'exemple de Kiabi. Alors Kiabi, a priori, c'est pas forcément des produits haut de gamme ou qui vont faire rêver le consommateur, mais Kiabi a interrogé l'ensemble de ses salariés il y a quelques années en disant voilà, pourquoi est-ce qu'on fait les choses, quel est notre positionnement et comment on fait. Eh bien, les salariés, en fait, le sens qu'ils ont trouvé à leur action, c'est de se dire, voilà, offrir au monde du bonheur apporté. Et donc, et on voit notamment que cette démarche, alors je ne sais pas si c'est un lien direct, mais j'aime à croire que oui, on voit qu'il y a bien dans le retail aujourd'hui, qui est un secteur un peu sinistré, marche très bien. Donc voilà, ils avaient cette démarche participative, donc ça peut se faire à tous les niveaux de l'organisation. Autre point important, la vision, c'est une chose, mais on va parler de complémentarité. Et quand on dit complémentarité, c'est la diversité aussi qui apparaît dans le management de groupe et qui est importante. Pourquoi parce que si on recrute uniquement des clones, il y a des entreprises, surtout en France, on a toujours tendance à viser certains diplômes, certains parcours. On a du mal un peu à s'échapper des parcours extrêmement balisés quand dans le domaine du recrutement. Et puis, voilà, on a ce concept de grandes écoles qui n'existe pas dans tous les pays, mais qui nous sert certaines fois, mais qui nous dessert aussi surtout quand on commence à faire du clonage, à se dire, voilà, je vais recruter des gens qui sont issus des mêmes formations, des mêmes milieux sociaux, etc. Et on sait que c'est un appauvrissement pour le collectif. Pourquoi? Parce que si vous avez dans une équipe 10 personnes qui fonctionnent, raisonnent, réagissent, se comportent de la même façon, il est évident qu'en fait, vous aurez moins d'opportunités de trouver des solutions quand va survenir l'imprévu. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans la diversité, c'est aussi qu'en multipliant les backgrounds, les origines et les façons de penser, on va créer cette richesse-là et cette faculté pour l'équipe de s'adapter en permanence. Rappelez-vous le système complexe adaptatif. Donc, dans cette complémentarité-là, mon petit hélicoptère arrive de manière un peu impromptue, mais moi j'aime bien dire que la posture du manager dans une équipe, c'est l'hélicoptère managérial. C'est-à-dire que finalement, quel que soit le nombre de personnes qu'on manage, directement ou indirectement, ce qui me paraît important pour garder la bonne distance, c'est d'être en vol stationnaire autour de son équipe. C'est pour ça qu'on utilise cette image de l'hélicoptère.
avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe, et puis zoomer quand on voit que des choses n'avancent pas, qu'on a besoin de notre aide, qu'on a besoin de comprendre un point en particulier. Donc ça, c'est une image qu'on m'avait donnée quand on m'avait formée à l'époque, et j'avais trouvé ça très important. En tout cas très utile au quotidien. Donc, mais pour revenir sur la complémentarité, il y a une image qui a circulé beaucoup sur LinkedIn il y a quelques temps, qui était le comportement de la meute. Et donc, on avait un monsieur qui commentait cette image en disant, ben voilà, en fait, parce que le comportement animal est toujours source, surtout dans le collectif, source de beaucoup d'enseignements. Il nous dit, voilà comment fonctionne une meute. Euh, Au départ, au premier rang de la meute, on pourrait croire que ce sont les leaders, ceux qui vont plus vite, les plus forts. Ben non, ce sont en fait les parties prenantes les plus faibles ou les plus fragiles de la meute. C'est-à-dire que la meute va avancer au rythme de ces éléments les plus fragiles. Et donc là, j'aime bien citer le général Lajoux, qui a été un grand DRH et qui nous dit qu'une chaîne n'a que la valeur du maillon le plus faible. Et ça, c'est très vrai. Hein, c'est-à-dire que rien ne sert en fait de courir si tout le monde n'avance pas à la même vitesse, ou en tout cas qu'il n'y a pas de solidarité dans les équipes. Donc ça c'est intéressant. Les maillons les plus fragiles d'abord. Après, on va avoir au milieu, toujours dans le langage de la meute, ce qu'on appelle les mâles bêta. Donc ça va être eux qui vont porter secours aux membres les plus fragiles en cas de besoin. Et puis tout au bout, tout au fond, là-bas, on a le leader, le mâle alpha de la meute, qui lui va garder la distance, va superviser, va avoir une vision d'ensemble sur tout ce qui se passe, et va surtout s'assurer que tout le monde suit en fait, que personne n'est à la traîne. Et cette image, elle est intéressante dans le management parce que on pourrait penser que c'est la survalorisation des équipes, enfin des plus performants ou des plus rapides de l'équipe. Or, une équipe, elle ne fonctionne pas comme ça. Et là, il faut prendre en compte tous les composants. Il y a aussi un rôle que j'aime beaucoup dans cette image, dans cette allégorie du comportement de la meute, c'est l'oméga. Donc l'oméga, ça va être dans l'équipe la personne qui va en fait régler les conflits, s'interposer, qui va faire le lien en fait. Et ça, c'est important parce que quand on identifie les talents, quand on fait des revues de performance, bah, on oublie souvent de valoriser le team player un peu invisible, le coéquipier sympa qui va faire le lien, qui va faire en sorte que tout le monde se sente bien dans l'équipe, qui va avoir des petites attentions du quotidien et qui vont être très, très utiles à l'équipe. Donc ça, c'est un clin d'œil parce que je trouve que c'est important de valoriser ces équipiers un peu invisibles, mais qui sont ô combien utiles et précieux dans l'équipe. Donc, on a cette meute-là. Et donc, en outil pratique, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? Il y a un outil, moi, que j'aime beaucoup, qui est la Competency Map. Là, c'est pareil, vous pouvez trouver plein de documentation sur Internet. Qui fait quoi? Qui va en fait lister les principales compétences requises dans une équipe. Donc, bien sûr, en fonction du domaine d'intervention, ces compétences vont varier. Mais on va lister les principales compétences et on va répartir tout le monde sur cette map de façon d'abord à valoriser chacun dans ses compétences particulières. Première chose. Ensuite, de façon à ce que l'information se partage, c'est-à-dire si moi je suis en difficulté et que j'ai besoin de quelqu'un qui est très calé en Excel, et ben je sais que je vais devoir aller voir Philippe, par exemple, parce que donc les compétences, elles sont identifiées, donc il y a de la valorisation individuelle, il y a de l'utilité collective, et on va lier cette competency map avec, souvenez-vous, la motivation. Je peux être doué dans quelque chose, mais j'aime pas du tout le faire ou j'ai pas envie d'y passer du temps. Alors, généralement, quand même, quand on est doué dans quelque chose et que c'est facile, c'est parce que la chose nous plaît. Hein. C'est quand même très rare de voir des gens très bons dans quelque chose qu'ils détestent. Donc voilà, ça c'est des outils, par exemple, qui peuvent être, quand on prend une équipe en main, qui peuvent être très utiles pour identifier, valoriser chacun et permettre, souvenez-vous, hein, de ces 4 étapes de l'équipe performante, et ben, de créer cette autorégulation dans l'équipe. Autre outil qui peut être utilisé dans les réunions, vous savez qu'on passe beaucoup de temps en réunion, c'est les rôles délégués. Donc, se dire finalement que le manager n'a pas à être timekeeper, à faire le compte-rendu, ou c'est pas toujours la même personne qui va faire. Donc, on fait tourner des rôles de façon à ce que chacun, finalement, quand on fait une réunion, puisse avoir une utilité dans l'équipe. Donc ça, c'est intéressant parce que ça responsabilise. Et quand on parle de la posture du manager dans des réunions d'équipe, on dit souvent que le manager devrait, en toute logique,
faire plusieurs choses. Il devrait d'abord s'assurer que tout le monde puisse exprimer son opinion. On sait très bien qu'en fonction des personnalités, il y a des gens qui vont être plus réservés dans un contexte collectif et qui vont moins oser le faire. Il faut faire en sorte que chacun puisse s'exprimer. Et il y a des gens qui ont besoin de temps pour s'exprimer, donc ça va peut-être être à la fin de la réunion. Et le manager, il va plutôt parler en dernier, parce que bien évidemment, s'il prend la parole en direct et qu'il donne son avis directement, il va entraîner derrière lui une espèce d'adhésion relative, mais ça va être plus difficile de contredire ou d'exprimer des opinions inverses. Donc ça, dans les rôles délégués, ça marche assez bien dans les réunions et ça permet de responsabiliser à tour de rôle des personnes différentes. La note de confiance, on en a parlé la dernière fois, c'est aussi des outils avec lesquels on peut démarrer une réunion. Il y a des entreprises dans lesquelles on ne va pas démarrer de réunion si la note de confiance n'est pas supérieure à 4, c'est-à-dire qu'on fait voter tout le monde de manière personnelle, donc en disant, voilà, est-ce que tu as confiance dans les autres membres de l'équipe, est-ce que tu as confiance dans ta hiérarchie, est-ce que tu as confiance de ta hiérarchie. Et donc là, on va donc espérer atteindre un score qui nous permette de démarrer la réunion. Rappelez-vous, la communication efficace, c'est celle où chacun se sent en sécurité pour pouvoir exprimer son point de vue et pouvoir également aller vers un désaccord, parce qu'un désaccord, ça fait partie de nos relations. Et donc, ça, c'est des outils qui sont utilisés aussi et qui peuvent être sympas à utiliser. Et puis, alors, il y a plein de façons de le faire, mais là, j'ai mis un exemple d'atelier de rétro. On parlait de feedback la dernière fois, feedback individuel. Le feedback peut aussi et doit aussi être collectif. Donc, c'est toujours utile, finalement, de s'accorder du temps pour faire un bilan de ce qui s'est passé, faire des rétrospectives, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Ça permet d'alimenter la dynamique collective. Donc, c'est des choses qu'on peut faire régulièrement également pour faire marcher ce système. Et puis, dernier point, comme ça on aura du temps pour les questions, c'est le changement. Alors, c'est un sujet que je voulais aborder puisque finalement, vous me direz, quand on anime du collectif, c'est pas uniforme, c'est-à-dire qu'on doit faire face à des événements organisationnels, à des événements personnels. Bref, on est sans arrêt en train de manager le changement. Et ce qui est drôle dans le changement, c'est qu'en réalité, personne, ou en tout cas, une très grande majorité de personnes n'aiment pas changer. Et c'est très simple à comprendre parce que face à tout changement, la personne aura toujours le même réflexe. Elle va voir ce qu'elle perd, mais elle ne saisit pas encore du doigt, elle n'arrive pas à imaginer ce qu'elle va gagner. Et d'ailleurs, que la situation dans laquelle on se trouve nous soit agréable ou pas, on aura toujours ce même sentiment face au changement en disant « Ah, je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne. » Et donc, quand on est manager et quand on doit animer une dynamique d'équipe, il y a forcément ce rôle qui va intervenir à un moment donné d'impulser le changement, de faire adhérer les gens, de les faire aller dans la même direction. Et c'est important de savoir maîtriser un petit peu cette conduite du changement parce que on le sait, il y a beaucoup de projets qui n'aboutissent pas faute d'adhésion et parce qu'on n'a pas bien conduit, qu'on n'a pas bien conduit ça. Alors, comment ça marche? Je disais, il y a beaucoup de gens une majorité qui va attendre, qui va être un peu dans l'attentisme en se disant, voilà, je ne sais pas ce que je gagne. Il y a une partie de la population qu'on appelle les early adopters, donc les gens qui vont, eux, par définition, toujours avoir envie de changer. C'est un système de fonctionnement, ils sont hyper curieux, ils ont toujours envie de nouveautés. Donc, ils se motivent par eux-mêmes. C'est plutôt l'immobilisme qui va les démotiver. Donc, moi, je donne toujours l'exemple du smartphone. Alors, oui, je suis d'une génération où, figurez-vous, j'ai commencé avec une Nokia 3310. Et donc, on a vu arriver les smartphones, donc avec des écrans. Oui, ça n'a pas toujours existé. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de mal à passer au smartphone, tout simplement. Parce que je ne savais pas si je pourrais l'utiliser, c'était nouveau. Et donc, j'ai eu besoin de l'essayer, en fait. J'ai eu besoin qu'une amie me prête son iPhone de l'époque. Alors, ça a pu être une autre marque, on a beaucoup parlé d'Apple aujourd'hui, et que je l'essaie. Et pourquoi? Parce que dans tout changement, la question que chaque individu va se poser, c'est « What's in it for me ?» Qu'est-ce que ça? Quelles sont les conséquences pour moi? Tu es en train de m'expliquer qu'on va changer d'organisation. Tu es en train de m'expliquer que on va changer d'objectif. Tu es en train de m'expliquer qu'on va changer, mais moi, je ne comprends pas en quoi ça me concerne. Tu m'expliques que c'est très bien pour l'organisation, pour l'entreprise dans laquelle on travaille, mais moi,
quel est l'impact que ça va avoir pour moi. Et donc, ça veut dire qu'il y a 4 étapes dans le changement et il y a un petit acronyme, si vous voulez vous en souvenir, qui est sympa, qui s'appelle AITA. D'abord, c'est d'expliquer, donc faire prendre conscience aux gens, awareness, donc faire prendre conscience aux gens de ce que va être le changement. Susciter l'intérêt, et donc on suscite l'intérêt en impliquant directement les gens, en disant voilà, donc on va créer des smartphones maintenant, et donc pour toi, ça va avoir comme intérêt ça. Et après, de faire essayer. C'est-à-dire que l'acceptation, elle ne vient vraiment que quand moi, j'ai individu touché par ce changement, je vais essayer les choses, je vais les mettre en pratique. Typiquement, dans les entreprises, qui se passe souvent, on va changer de logiciel. Voilà, ça arrive tout le temps dans toutes les entreprises. On va changer de système, on va changer de logiciel. Bon, les gens ont beau râler toute la journée contre le logiciel actuel qui a des bugs, ils sont pas pour autant ravis de changer. Donc, c'est uniquement le jour où ils vont pouvoir essayer, faire partie d'un pilote, pouvoir simplement se loguer et voir comment ça marche, qu'ils vont commencer à accepter les choses. Et c'est pour ça que dans le changement, si j'ai un message à vous faire passer, c'est que il ne faut pas imaginer que le changement, c'est une situation A qui se transforme en situation B du jour au lendemain. Elle nécessite beaucoup d'itérations et d'essais. C'est pour ça que marcher en phase pilote, c'est toujours intéressant. Et puis, laisser aux gens, justement, ce temps de l'essai et de l'acceptation pour atteindre ce fameux point de bascule, le tipping point. Pourquoi? Parce que le changement, c'est un processus épidémique. Alors, en ce moment, on parlait d'épidémie, c'est toujours un peu compliqué. On est tous un peu traumatisés du Covid, mais là, c'est une épidémie, c'est une contagion positive, le changement. Dans une entreprise, il suffit que 2, 3, 4, 5 personnes aient testé le nouveau logiciel, on en parlait, et qu'ils aient trouvé ça bien. Ils vont commencer à en parler autour d'eux. Petit à petit, en fait, ça va faire une contagion positive et les gens vont avoir un prisme positif parce qu'ils vont connaître quelqu'un qui a essayé le nouveau logiciel et qui en est très content. Donc, ça va commencer à les intéresser directement. Donc, voilà. Donc, c'est toujours intéressant quand on a une équipe de se dire comment je vais pouvoir les concerner directement, comment je vais pouvoir donner du sens en expliquant quel va être l'impact à titre individuel et comment surtout je vais les mettre dans l'action, dans l'essai-erreur, dans le pilote, dans le test, quel qu'il soit, pour que les gens se familiarisent avec leur nouveau quotidien et la réalité. Donc, ce n'est pas un processus top-down, le changement. Il faut arrêter de dire que c'est parce qu'on vous envoie des slides et qu'on fait un webinaire qu'on va changer. On a besoin d'essayer les choses, de les toucher du doigt avant de les accepter. Merci à tous et puis à très bientôt. Donc, pour une nouvelle comète Soft Skills, je ne sais pas quel va être le prochain thème. Ça sera au second semestre. Au second semestre. Bon, c'est l'été pour les soft skills. Donc, Exactement. On se retrouve à la rentrée. Bonne soirée à tous. Tout à fait. Merci beaucoup à tous et surtout merci à toi, Emmanuel. Au revoir.